Intervenez, on vient de me tirer dessus. Il y a un fou sur l'île. Lorsque je montais le chemin, 2 balles m'ont sifflé aux oreilles, se sont plantées dans le portail. Je sais. Il faut nous protéger. Vous êtes en sécurité ici. Mais que se passe-t-il? Rien de dramatique, je vous ai raté, c'est tout. Hein? Ça ne me gêne pas de reconnaître mes erreurs, j'avoue qu'avec l'âge, je ne vise plus aussi bien qu'avant. Attends, croyez-vous qu'un homme raisonnable s'amuserait à saccager son propre portail en bois? Non. Ne craignez rien. Je ne tire que sur les gens qui s'approchent de ma maison. Dès qu'ils sont chez moi, ils sont mes hôtes. Faire feu sur un rôdeur relève d'une méfiance légitime, mais ajuster un invité tiendrait de l'assassinat, non? Mon invité ou un cadavre? C'est l'alternative. On ne sait que choisir. Monsieur Snorko, vous avez dû oublier notre rendez-vous. Notre rendez-vous. Nous étions convenus de nous retrouver ici à Rosvanoy vers 16h. J'ai fait 300 km et 1 heure de bateau pour rejoindre votre île. Qui êtes-vous? Éric Larsen. Éric Larsen. Et ça vous suffit comme réponse. Quand vous interrogez sur vous-même, vous demandez qui vous êtes, vous répondez « Je suis Éric Larden ». Et vous arrivez à vous contenter de ces quelques syllabes stupides. Je suis Éric Larden. Larsen. Oh pardon. Oh Larsen. Ah je comprends. La quintessence de votre être tient dans le S. Larsen. Éric Larsen. C'est impressionnant. C'est quelque chose qui comble un trou ontologique, qui bouche les abîmes de la création. Monsieur Snorko, vous avez accepté de vous prêter un entretien avec moi. Je suis journaliste à la Gazette de Nobrovnik. Fabulation. Je déteste les journalistes et je ne converse qu'avec moi-même. Je ne vois pas pour quelle raison je me serais laissé envahir. Vous m'avez confirmé ce rendez-vous par écrit. Amusant. Avez-vous une idée de ce qui m'a conduit à accepter cet entretien avec vous? J'ai quelques hypothèses, oui. Ah? Une hypothèse. Ah! Nous allons bien nous entendre, et au travail. J'imagine que vous avez un de ces machins qui me donne une voix de fausset et des intonations ridicules, un magnétophone. Bizarre. Ce sont toujours les gens qui m'enregistrent qui m'attribuent ensuite des phrases que je n'ai pas prononcées. C'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est prendre des béquilles pour trébucher. Est-ce que vous aimez mes livres? Est-ce vous qui allez poser les questions? Nous n'avons pas commencé, là. Aimez-vous mes livres? Je ne sais pas. Pardon? C'est un peu comme pour Dieu, je ne sais pas. Vous n'êtes pas clair. Dieu, on en entend parler bien trop longtemps avant de se poser sincèrement la moindre question à son sujet. Dès lors, quand on commence à y réfléchir, on est déjà sous influence, on est intimidé, on se dit que les hommes n'en discuteraient pas depuis des millénaires s'ils n'existaient vraiment pas. Eh bien, votre réputation me fait le même effet. Elle m'a toujours empêché d'avoir un avis propre. Prix Nobel, traduit dans 30 pays, décortiqué par les grandes universités, vous brillez trop pour moi, cela m'aveugle. Prix Nobel. Vous ne laissez pas éblouir par une médaille. Il faut l'avoir pour ne pas être impressionné. Il n'y a que vous pour être si modeste. Modeste, moi? Ah, je ne crois pas que la modestie existe. T'as regardé un modeste. Ses rougeurs et son trouble ne sont guère que les contorsions de son immodestie qui cherche à se donner un mérite supplémentaire, non? Donc vous étiez en train de me dire poliment que vous n'aimiez pas mes livres. Non, mais il est tellement posé comme axiome que vous êtes admirable que cela me paralyse l'admiration. Je saurai mieux ce que j'en pense quelques années après votre mort. Charmant. Vous m'avez lu au moins? Comme personne, oui. Pouvons-nous commencer? Vous venez de publier L'amour inavoué, votre 21e livre. Il s'agit d'une correspondance amoureuse entre un homme et une femme. Cette passion est d'abord vécue sensuellement, dans le plus grand bonheur, pendant quelques mois, puis l'homme décide d'y mettre un terme. Il exige la séparation, une séparation de corps. Il demande que cette passion ne se vive plus désormais qu'à travers l'écriture. La femme, à contre-cœur, accepte. Ils s'écriront pendant des années. 15 ans, je crois. Le livre est fait de cette sublime correspondance qui s'arrête. D'ailleurs, brusquement, il y a quelques mois pendant l'hiver, et sans raison apparente. J'étais fatigué d'écrire. Vous avez créé une grande surprise avec ce roman. C'est la première fois que vous parlez d'amour.
Votre terrain de prédilection est d'ordinaire le roman philosophique. Vous installez vos fictions sur des hauteurs habitées par l'esprit seul, loin de tout réalisme, dans un monde qui n'appartient qu'à vous. Et là, subitement, vous parlez d'une aventure presque ordinaire, quotidienne. L'affection d'un homme, un écrivain tout de même, et d'une femme. Une histoire de chair et de sang frémit le souffle de la vie. De la vie de tous, c'est votre plus beau livre, le plus sensible, le plus intime. Les critiques, qui vous ont parfois malmené, ont été très élogieuses. C'est un concert de compliments. Ah oui. Vous ne lisez pas les journaux? Non. Vous n'avez ni radio, ni télévision? Je ne tiens pas à me laisser submerger de banalités. Alors ils ont aimé. Décidément, je ne comprendrai jamais rien à ces oiseaux-là. Et eux non plus, d'ailleurs. Qu'ils louent, qu'ils blâment, ils parlent et ne saisissent rien. 25 ans de malentendu avec la critique. Ce qu'on appelle une belle carrière, non? Mais qu'est-ce que cela vous fait de savoir que de manière unanime, ce 21e livre est reconnu comme votre chef-d'œuvre? Ça me fait de la peine pour mes autres livres. On dirait que vous aimez vos livres comme des enfants. Ce sont eux qui me font vivre. Hein. Je suis un père entretenu, mais reconnaissant. J'ai senti une amertume dans votre réaction. Vous avez tout, le talent, les honneurs, le succès, vous n'avez pas l'air heureux. Ne nous égarons pas, reprenez. Pouvez-vous nous parler de cette femme, Eva Larmor? Pardon? Cette correspondance est signée Abel Snorko et Eva Larmor. J'ai quelques notions concernant votre vie, mais je ne sais rien d'elle. Parlez-nous d'Eva. Mais cette femme n'existe pas. Vous voulez dire que toute cette histoire est inventée? Je suis un écrivain pour une photocopieuse. Pourtant, vous représentez dans le livre. Moi? Vous êtes l'homme de cette correspondance. Pourquoi les lettres de l'homme seraient-elles signées Abel Snorko? Parce que c'est moi qui les ai écrites. Mais les autres signées Eva Larmor? Parce que je les ai écrites aussi, et que la femme que j'étais en les écrivant, ça s'appelait Eva Larmor. Vous voulez dire que cette Eva Larmor n'existe pas? Ah non, Et qu'elle n'est inspirée par personne? pas à ma connaissance, non. Pas inspirée par une femme ou des femmes que vous auriez aimées? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qu'il y a de beau dans un mystère, c'est le secret qu'il contient, et non la vérité qu'il cache. Enfin, quand vous allez au restaurant, entrez-vous par la cuisine et fouillez-vous les poubelles en sortant. Je me disais, bêtement peut-être, qu'il y a des détails qui ne s'inventent pas. Bêtement est le terme exact, oui. J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un détail qui ne s'invente pas. Le talent de l'écrivain n'est-il pas d'inventer des détails qui ne s'inventent pas, qui ont l'air vrais? Enfin, quand une page sonne authentiquement, elle ne le doit pas à la vie, mais au talent de son auteur. La littérature ne bégaye pas l'existence. Elle l'invente, elle la provoque, elle la dépasse, monsieur Lardenne. Larsen, vous vous rétractez dès que je pose une question personnelle. Je préfère les questions intelligentes. Hein. Mais je fais mon métier. Mais n'importe quel microcéphale lobotomisé me poserait la même question. Quel est le rapport entre ce que vous écrivez et ce que vous vivez? Mais à force d'étaler votre syntaxe d'anémique, à force dans vos folioles graisseuses, à force de copier, recopier, reproduire, dupliquer, vous êtes devenus les infirmes de la création. Et vous pensez que toute personne qui prend la plume agit comme vous. Mais je crée, moi, monsieur. Je ne rapporte pas. Auriez-vous demandé à Homère s'il avait vécu sur l'Olympe au milieu des dieux? Vous vous prenez pour Homère? Non. Non, mais je vous prends pour un journaliste, c'est-à-dire tout ce que je ne supporte pas. Bon, très bien, je suis désolé. Je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Je n'ai rien à faire ici. Je vous demande pardon du dérangement. Qu'est-ce qui vous prend? Nous causons tranquillement. Je vous trouve beaucoup moins sot que la plupart de vos confrères. De quoi vous plaignez-vous? Je vous réponds. Vous me répondez par des insultes. C'est tout ce que j'ai disponible pour certaines questions. Mais vous vous estimez toujours supérieur à votre interlocuteur? Vous n'avez tout de même pas la prétention de valoir plus que moi. Non, monsieur Snorko, non, je n'ai pas de prétention du tout. Je ne suis pas un grand écrivain, même pas un écrivain. Je n'ai jamais tracé une seule phrase qui mérite d'être retenue, mais j'ai toujours été respectueux des personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai pris l'habitude, lorsqu'on me demande quelque chose, de répondre sincèrement. Vos habitudes sont déplorables. Alors adieu, monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Je fais l'exception de vous recevoir et vous partez. Qu'est-ce que vous voulez que je ne vous donne pas? La vérité. Soyez pas vulgaire. Dites-vous toujours la vérité, vous monsieur Larsen? J'essaye, oui. Eh ben moi, jamais. Mais je connais vos fictions, je sais ce que chacun en sait. Si j'ai voulu rencontrer l'homme, c'est pour en apprendre plus.
Qu'est-ce qui vous prouve que la vérité apporte plus que le mensonge? La vérité, monsieur Znorko. N'insistez pas. Je suis un faussaire et rien d'autre, moi. Moi, la vérité, je ne vends pas. Bah, enfin, mais apercevez vos contradictions. Vous venez voir un homme célèbre pour sa fabrique de mensonges et vous lui demandez de vous fournir la vérité. Mais autant aller acheter votre pain chez le boucher. Vous avez raison, je me suis trompé, au revoir. Ah, tenez. Je trouve moins lâche que je ne pensais. Je vous croyais incapable, comme tous vos confrères, de vous mettre en colère. Allez. Je tiens à ce que vous restez. Vous me plaisez. Allez, je vous écoute. Boire bien quelque chose? Un godet? Un petit godet? Rien de tel qu'un petit godet glacé pour déglutir la glotte. Alors, ce qu'on me disait que vous étiez antipathique, je croyais qu'on exagérait. Un conseil, n'écoutez jamais quelqu'un qui dit du bien de moi, mais toujours celui qui en dit du mal. C'est le seul qui ne me sous-estime pas. Je crois que vous avez du plaisir à être odieux. J'ai horreur de cette nouvelle mode qui consiste à être sympathique. Mais quelle chute! Votre réputation de misanthrope ne relève donc pas de la légende. Depuis combien de temps demeurez-vous sur cette île? Une dizaine d'années. Vous ne vous ennuyez pas tout seul? En ma compagnie, non jamais. N'est-ce pas fatigant de vivre avec un génie? Moins que de vivre avec un imbécile. Je me sens bien à Rosvanoï. Le crépuscule dure 6 mois, l'aurore 6 autres. J'échappe ici à tout ce que la nature peut avoir de fastidieux ailleurs, les saisons, les climats mitigés, cette alternance quotidienne et idiote du jour et la nuit. Non. Ici, près du pôle, la nature s'apaise, elle fait la planche. Puis il y a la mer, le ciel, la prairie. Toutes ces grandes pages blanches qui s'écrivent sans moi. Combien peut-on passer d'années sans jamais voir les autres? Combien peut-on passer d'années en les voyant tous les jours? Cependant, quand on vous lit, vos romans sont tellement riches de notations précises sur la nature humaine qu'on doit admettre que si vous ne fréquentez pas les hommes, vous savez tout sur eux. Merci, mais je n'ai aucun mérite. Il y a 2 races particulièrement monotones dans le règne animal, les chiens et les hommes. On a vite fait le tour. Revenons à votre livre. Parlez-nous de votre conception de l'amour. Pourquoi vous dites-vous nous à chaque fois que vous me posez une question? Je parle au nom de mes lecteurs. Attendez, épargnez votre mégalomanie. Vous ne parlez pas au nom du peuple, sous prétexte qu'une poignée de couillons achète votre torchon pour emballer leurs légumes. Parlez-moi de votre conception de l'amour. Je hais l'amour. C'est un sentiment que j'ai toujours voulu m'éviter et me le rend bien d'ailleurs. Vous voulez dire que vous n'avez jamais été amoureux? Oui, à 18 ans. Au moment où j'ai essayé l'alcool, la cigarette, les voitures, les filles et autres signes rituels censés me faire rentrer dans l'âge adulte. Non mais, très vite je me suis débarrassé de l'amour. Pourtant, vous avez été aimé. Désiré, oui, énormément. Les lectrices attribuent toutes les vertus à un écrivain. Quand je me rendais dans une foire aux livres, je provoquais autant d'évanouissements qu'une rockstar. Je ne compte plus le nombre de jolies femmes qui m'ont offert leur corps et leur vie. Et alors? Alors je prenais le corps et je leur laissais la vie. Jeune, je me suis même rapidement spécialisé dans la femme mariée, histoire d'être plus tranquille. L'adultère protège des sentiments. Vous n'avez pas craint la colère des maris? Mais les maris ne tuent pas par jalousie. Ils se sont endormis avant. Votre machin nous enregistre, là? Oui. Vérifiez. Ça tourne? Ah, ça n'a pas toujours été facile de vivre hors de ces normes-là. Faut courir vite et longtemps pour échapper à la médiocrité triomphante. Je ne comprends pas qu'on puisse percevoir l'amour comme une médiocrité. Mais mon petit Larsen, le plaisir se tient dans l'instant. Fugace, futile, toujours évanoui. Alors que l'amour se loge dans la durée. L'amour offre la séduction du labyrinthe. Ce n'est que ça l'amour, mon petit Larsen. L'histoire que s'invente dans la vie, ceux qui ne savent pas inventer des histoires dans les mots. Si je vous suis bien, vous, dans votre vie, vous avez évité l'amour et vous vous êtes contenté du sexe. Voilà.
Ça ne doit pas être évident, isolé au milieu des eaux. Comment vous croyez que je mange? En grattant les écorces avec mes petits ongles pointus? Mais on me livre tout ici. Du pain, des légumes, de la viande, de la femme. Je sais. Lorsque j'ai pris le bac, le passeur m'a parlé de ces dames. Il m'a même susurré le surnom qu'elle vous donne. Vous le connaissez? Non. L'ogre de Rosvanoy. L'ogre de Rosvanoy. Ah, c'est beau comme une légende. Hein. Mais pour en revenir à votre question, je ne suis pas l'homme de mon livre. J'ai horreur des distractions qui compliquent. Je me suis tenu à l'écart de l'amour, c'est ma sagesse. C'est extraordinaire. Pourtant, vous décrivez comme personne les états amoureux. Merci. Et mieux encore, les états de frustration amoureuse. Cette femme n'existe pas? Non. La première page dédie le livre à H.M. Qui est-ce? Si j'avais voulu que je sache, j'aurais écrit un nom entier. Hein. Ce sont les initiales de la vraie femme avec qui vous avez échangé cette correspondance. Hypothèse délirante. Je ne vous crois pas. Je m'en contrefous. Mais si vous vous moquez de tout, que voulez-vous de moi? Pourquoi m'avoir laissé venir? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? J'ai l'impression que vous souffrez. Moi? Que vous n'êtes pas heureux. Heureux pour quoi faire? Votre silence est tellement plus bavard que vos mots. Économisez votre subtilité, je vais bien. Laissez-moi vous aider. Je suis un de ces inconnus insignifiants qui leur raconte sa vie un soir de hasard sans même savoir pourquoi. Je n'ai pas d'importance. Je peux tout entendre. Avec moi, rien ne prête à conséquence. Parlez-moi d'elle. Mais foutez-moi la paix! Votre gentillesse sans le chien mouillé, là, escamotez-vous de l'air! La curiosité, la sollicitude, là, c'est irrespirable! On étouffe quand on est dans une pièce avec vous, là! Allez, dehors, j'aère, je ventile. Adieu! Mais qui vous autorise? Des variations énigmatiques. Mais de quel droit Ma vous... musique préférée. La vôtre aussi? Mais vous faites semblant de n'aimer personne, mais c'est un leurre. J'ai appris ce que vous faisiez de votre argent. Quoi? J'entasse, je thésaurise. Vous donnez tout à la recherche médicale. Mais c'est faux, c'est faux. Adieu, monsieur Snorko. Adieu. Mais vous êtes fou, complètement fou! Et les balles sont passées à quelques centimètres de moi! Et qu'est-ce que vous en concluez? Que je tire bien ou que je vise mal? Mais qu'attendez-vous de moi exactement? Vos impressions. Ça fait quel effet d'être pris pour un lapin? Que voulez-vous? Mais dites-le, qu'on en finisse! Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous boirez bien un godet? Un petit godet? Rien de tel qu'un petit godet glacé pour déglutir la glotte. Arrêtez, non, enfin, quand on décharge son fusil sur quelqu'un, on ne lui propose pas un verre 30 secondes plus tard. Enfin, cela vous était tellement facile de refuser notre entretien comme vous l'avez fait avec tous mes confrères. Non seulement vous m'avez reçu, mais maintenant vous m'empêchez de partir. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Comment savez-vous ce que je fais de mon argent? J'avais exigé le secret. Une enquête. Vous donnez des sommes énormes aux unités de recherche sur les plus graves maladies. N'importe qui se vanterait haut et fort d'en offrir le 10e. Pourquoi le passer sous silence? Je ne donne pas par bonté, je donne par peur. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes le premier journaliste à réussir à faire marcher un magnétophone sans pile ni prise. Vous l'avez pas remarqué, peut-être? Tout à l'heure, quand je vous l'ai demandé, vous m'avez affirmé que la bande tournait. Si, mais il est tombé en panne pendant le voyage.
Et enfin, de toute façon, ces appareils sont inutiles. Je faisais semblant. Ma mémoire suffit. Ah oui. Il y a quelque chose qui m'amuse chez les menteurs. C'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire la vérité. J'attends mon heure. En attendant, parlez-moi de vous. Je ne vois pas ce que je pourrais avoir envie de vous dire. Vous êtes marié? Oui. Oui, bien sûr, vous êtes marié. Et amoureux de votre femme, enfin. Le croyez-vous? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il émane de vous un fumet d'intenses platitudes. Ça sent la charentaise, le pot-au-feu, le mégot propre, le gazon coupé et la lavande dans les draps. Je ne vous vois pas risquer d'avoir un bonheur différent des autres. Tout est dans la norme et le morne. Je suis ridicule à vos yeux? Pire, ordinaire. Mais vous jugez l'humanité comme si vous vous teniez au-dessus d'elle. Bon. Nous nous sommes assez tournés autour en reniflant. Je vous ai fait venir dès que j'ai appris que vous habitiez Nobrovnik. Vous habitez bien Nobrovnik? Oui. Alors je voudrais avoir des nouvelles de Nobrovnik. Parlez-moi de Nobrovnik. Vous connaissez? Oui? Enfin, non. Disons que j'y suis jamais allé, mais qu'on m'en a parlé. Pourquoi cette question? Votre livre? Dans L'amour inavoué, les descriptions que vous faites de la ville où habite cette femme, la femme aimée, j'avais l'impression que c'était Nobrovnik. Ah oui. Oui, vous appelez ce village autrement, mais quand Eva Larmor évoque la distribution des rues en spirale ou lorsqu'elle désigne l'église de fer et de rondins bleus, elle décrit Nobrovnik. Coïncidence. Et lorsqu'elle s'attarde sur la fontaine du XVIIe siècle, qui retrace la conquête du Grand Pôle par le roi Gustave, la seule fontaine figurative qui se trouve justement à Nobrovnik. Incroyable, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui ne connaît pas Nobrovnik? Nous avons de ces visions parfois. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas le seul habitant de Nobrovnik à vous être rendu compte de cette proximité, alors. Sans doute, oui. Mais vous savez, dans une si petite ville, j'ai peur que vous n'ayez que peu de lecteurs. Vous n'avez jamais parlé de mon livre avec personne là-bas? Non, pas que je sache, non. Si. Si, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui vous lit, qui vous aime beaucoup, qui vous vénère même. Alors, comment n'y avais-je pas pensé? Oui, dites ça. Le pasteur. Ah oui, le pasteur est fou de vous, je vous assure. Et c'est un homme remarquable, d'une culture... Pourtant, il me semble, enfin, je crois me souvenir, que j'avais reçu dans mon nombreux courrier des lettres d'une femme. Une femme professeure de lettres dans votre village. Une femme professeur de lettres. Attendez que je me souvienne de son nom. Une belle femme? Oui, très belle. Enfin, je ne sais rien par courrier, naturellement, mais elle écrivait avec cette tranquille assurance des femmes à qui les hommes ne refusent rien. Comment s'appelait-elle déjà? Hélène? Hélène Metternach? Hélène Metternach, vous la connaissez? Naturellement, Nobrovnik est si petit. Comment va-t-elle? Je n'ai plus de nouvelles. Vous n'allez pas me dire que vous m'avez reçu uniquement pour avoir des nouvelles d'Hélène Metternach? Non, mais comme il est drôle. Non, bien sûr, mais puisque nous en parlons, vous n'êtes jamais entretenu de mon livre, de moi avec elle? Non, jamais, non. Non, vraiment, jamais, non. Nous n'avons jamais parlé de vous ou de vos livres. C'est vrai, après tout, pourquoi le ferait-elle? Et pourquoi? Vous dédiez votre livre à H.M. C'est Hélène Metternach. Quelle drôle d'idée. Vous riez trop. Attendez, vous croyez que je dédierais un roman à une admiratrice professeure de lettres au fin fond d'un trou gelé, simplement parce qu'elle m'a écrit une ou deux fois pour me dire qu'elle aimait mes romans? Non, à ce moment-là, je devrais dédier 20 romans par jour. C'est en moyenne ce que je reçois comme courrier. Hein. Vous expliquez trop. H.M. c'est donc Hélène Metternach. Pour vous en tranquilliser, je vais vous dire qui est H.M. C'est Henri Metzger.
mon premier éditeur. Je dois toute ma carrière. Et comme il est mort et que j'ai changé de boutique, par respect pour mon nouvel éditeur, bah, je me suis contenté des initiales. Voilà. Ah bon? Ah, je vous avais prévu, la vérité déçoit toujours. Bon, écoutez, je n'ai pas pu s'abuser de votre temps. Je vous remercie 1000 fois pour cet entretien exclusif. Je vais rentrer le taper et l'envoyer à ma rédaction. Mais quoi, nous n'avons pas fini? Je vous ai parlé de Nobrovnik. Vous m'avez gavé de sentences définitives. Tout est pour le mieux. J'ai un biscuit bien suffisant. Enfin, je n'ai rien dit. Vous savez, nous ne devons pas nous faire d'illusions. Les pages culturelles me sont comptées dans le journal et même pour vous, on ne m'accordera pas plus d'une demi-page le mercredi. Non, non. Enfin, un prix Nobel vous reçoit, un prix Nobel accorde un entretien exclusif à un quotidien régional. Vous allez expliquer à votre rédacteur en chef. Il comprendra forcément que... Non, il est analphabète. Non, le seul moyen de sortir des pages littéraires serait d'avoir un événement. Une nouvelle qui justifie le changement de rubrique. Genre Genre que vous avez vécu plusieurs années à Nobrovnik, ou que vous avez connu la femme de votre vie à Nobrovnik, ou que vous avez passé vos heures d'amour avec elle à Nobrovnik. Là, cela justifierait le changement, mais autrement, vous aurez l'espace que l'on accorde à la littérature, pas plus. Vous voulez de la nouvelle? Vous allez en avoir de la nouvelle, de la forte, de l'inédite. Mon garçon, vous n'aurez pas fait tous ces kilomètres pour rien, vous me vexeriez. Vous voulez une révélation? Vous allez l'avoir, votre révélation. Pourquoi me feriez-vous ce cadeau? Pas un cadeau, c'est un échange. Je vous donne une information, vous me rendez un service. Quel service? Porter une lettre et la remettre en main propre. Vous allez encore mentir. Je préférerais. À quoi reconnaîtrais-je la vérité? À son indélicatesse. Le mensonge est délicat, artiste. Il énonce ce qui devrait être alors que la vérité se limite à ce qui est. Il a comparé un escroc et un savant. Seul l'escroc a le sens de l'idéal. Je vous écoute. Eva Larmor, dans mon livre, est inspirée d'un personnage réel, une femme que j'ai aimée. C'est votre compatriote, Hélène Metternach. Non. Si. Nous sommes connus il y a 15 ans. J'ai rencontré Hélène à un congrès sur la jeune littérature nordique. Elle le suivait en étudiante au 3e rang, ses jambes dépassant de l'allée. Dès que je l'ai aperçue, j'ai senti quelque chose de familier s'échapper d'elle. Est-ce que je l'avais déjà vue? Non. Mais à force de la regarder, j'ai fini par trouver l'origine de ce sentiment de familiarité. Il venait de sa laideur. Pardon? Les gens ingrats sont contraints de sourire. De son visage, on ne retenait que les sentiments, pas les traits. Hélène était condamnée à s'exprimer constamment. Sa silhouette ne valait pas mieux, hein. Hélène était objectivement bien faite, mais quelque chose soulevait le cœur. J'étais submergé par une nausée. Quelque chose comme de la pitié. J'éprouvais un attendrissement dégoûté pour cette poitrine trop haute, trop ferme, trop pointue, ce mollet trop rond, ces fesses trop rondes. Ce soir au cocktail, nous parlâmes un peu. Un sourire, un charme, une voix, une conversation. Elle semblait complètement inconsciente de l'incongruité de son physique. En rentrant, je pensais, la pauvre fille a toutes les qualités du monde, sauf celle de pouvoir rendre un homme amoureux. Je l'imaginais nu et je me mettais à rire. Je trouvais la nature distraite, injuste. Je me trouvais cruel aussi. Tant pis. Tous les jours, je l'observais et tous les soirs, j'attendais le sommeil en penchant à elle. Un matin, j'appris qu'un de mes collègues de séminaire avait des vues sur elle. Voulait-il se moquer d'elle? Je songeais immédiatement à protéger cette femme. Je l'invitais à dîner. Le soir même, j'entrepris de la séduire. L'opération m'amusait. Au fond, je commettais une bonne action en offrant à cette femme ce que sans doute
aucun homme ne lui donnerait. J'ai tout fait de bonté, de sollicitude, je m'enivrais de mon bon cœur. Vers minuit, je la raccompagnais. Elle me proposa le dernier verre rituel, si elle s'y mettait aussi. J'acceptais amusé. Nous buvions, nous parlions. Je la regardais assise sur son petit lit d'étudiante. J'avais envie de faire l'amour. Dommage qu'elle soit si laide, pensais-je. Qui tendit la main. 1 heure après, nous étions tous les deux dans nos bras. Ce fut un éblouissement, une nuit comme un matin. Méfiez-vous, les femmes que vous trouvez laides, elles sont irrésistibles. Je suis moins compliqué que vous. J'ai trouvé Hélène Metternach splendide et que je l'ai aperçue. Effet de la chimie de notre amour, depuis moi, tous les hommes la voient à travers mes yeux. Cela ne me dit pas comment vous l'avez séduite. Ah mais je ne l'ai pas séduite. C'est elle qui m'a séduit. La chute d'un homme, aucune femme ne résiste. Nous avons vécu plusieurs mois ensemble. J'avais loué un petit appartement non loin de l'université. Ma prétention passait pour de l'humour. Je la faisais rire. Je crois même que j'étais devenu véritablement délicieux, comme dans ses yeux. Je la couvrais de cadeaux. Pour la première fois, je savais enfin quoi faire de mon argent. Et elle m'aimait tellement qu'elle me faisait m'aimer. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? Et pour un écrivain, le mariage est une serpillière au milieu de la bibliothèque. Non. Je préfère une brève folie à une longue sottise. Non, mais vous ne vous en tirez pas par amour. Pourquoi provoquer la rupture? Étiez-vous allergique au bonheur? Mais je tenais à Hélène. Mais lorsque nous nous jurions de nous aimer toujours, je voulais que ce toujours dure vraiment toujours. Je sais que les passions les plus intenses se promettent l'éternité, mais que généralement l'éternité passe vite. Vous avez eu peur que vos ébats ne se refroidissent? Pas évidemment. Autant se promettre d'avoir toujours la fièvre. Notre amour se fortifie, j'ai imposé la séparation. Je ne comprends toujours pas. Vous ne comprenez pas? Mais la vie à deux de développer une tension intolérable, demeurer côte à côte dans la même pièce, me rappelait sans cesse que nous étions séparés. Je me suis jamais senti aussi seul que lorsque je la frôlais constamment. Chaque séparation devenait amputation. Tout ce qu'il y a de détresse dans l'amour, c'est avec Hélène que je l'ai découvert. Avez-vous déjà senti la cruauté tapie dans une caresse? On croit que la caresse rapproche, elle nous sépare. La distance se creuse entre la paume et la peau. On croit qu'on caresse un corps. On a vu une blessure. Alors nous pressions lèvre contre lèvre, dent contre dent, mêlant notre salive. Comme deux noyés, nous respirions souffle à souffle, cœur à cœur. J'essayais de me pousser en elle essayait de s'engloutir en moi. Nous voulions nous évanouir l'un dans l'autre. Faire un, enfin. En une fusion définitive, mais nous étions deux à jamais. Le plaisir n'est qu'une manière d'échouer dans sa propre solitude. Je ne vois pas les choses comme vous. Mais vous ne voyez rien du tout. C'était plus de l'amour, c'était de l'esclavage. Je n'écrivais plus, je ne pensais qu'à elle, j'avais besoin d'elle. Vous l'avez sacrifiée. Pardon? Vous avez sacrifié Hélène Metternach à votre œuvre. C'est un assassinat. Pas du tout, nous avons rendu notre amour plus pur, plus essentiel, plus fort. Ah oui? L'amante idéale pour vous, c'est celle qui n'est pas là? Enfin, calmez-vous. Lorsque nous avons cessé de nous jeter l'un sur l'autre, notre liaison a pu s'ouvrir à d'autres dimensions. En nous écrivant, nous parlions art, littérature, philosophie. Elle commentait chaque page que j'écrivais. Et elle ne me ménageait pas d'ailleurs. Je croyais même qu'Hélène fut la seule critique sincère que j'ai jamais rencontrée. Et dans mes heures d'abattement, lorsque je me sentais plus vide que l'œil d'un cyclone, elle me redonnait la foi. Comme c'est pratique. Écoutez, monsieur le journaliste, je trouve que vous prenez les choses bien à cœur, là. Vous vouliez l'inédit, je vous en donne. Vous devriez vous réjouir au lieu de vous mettre dans un état comme ça. Le sexe n'est qu'une chiennerie quand il se mêle à l'amour. Hélène et moi, nous devions passer au-dessous de ces petites secousses. Bon. Je voudrais que vous me rendiez un service. Vous allez prendre cette lettre, la donner à Hélène Metternach et exiger qu'elle la lise devant vos yeux. Pourquoi elle n'ouvre plus vos lettres? Écoutez, rendez-moi ce service sans discuter. Mais vous n'aimez pas l'amour, mais le mal d'amour. Sottise.
Vous avez besoin d'Hélène pour brûler. Vous consumez, vous lamentez pour mourir, pas pour vivre. Féroce appétit de mourir, oui. De toute façon, vous ne savez même pas qui elle est. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais ce n'est pas Hélène que vous aimez, mais l'intensité de votre souffrance, la bizarrerie de votre histoire, les affres d'une séparation contre nature. Vous n'avez pas besoin de la présence d'Hélène, mais de son absence. Pas Hélène telle qu'elle est, mais Hélène telle qu'elle vous manque. Oui, là, votre livre, là. Vous avez bien fait de ne pas révéler au public qu'il venait de votre vie. On aurait découvert qu'Abel Znorko, le grand Abel Znorko, n'était qu'un simple adolescent boutonneux qui se languit en attendant le facteur depuis 15 ans. Mais cette scène est totalement hors de propos. Mais vous n'auriez jamais dû quitter cette femme. Vous l'avez détruite en l'éloignant. Enfin, mais vous allez vraiment les semaines enfoncées dans la boue. Tout a été fort entre nous, la caresse comme la séparation. Je n'ai rien sacrifié. Nous étions d'accord. Sinon, d'après vous, pourquoi aurait-elle accepté? J'imagine que, comme tous les passionnés, elle avait une prédisposition intime pour le malheur. Et puis, surtout, elle a accepté pour vous. Elle vous aimait. Allons. Vous étiez deux à penser au grand Abel Znorko. Elle et vous. Mais dites-moi, sa cause vous anime décidément beaucoup, là. Prenez rapidement feu pour défendre votre concitoyenne. Vous connaissez bien Hélène Metternach? Très bien. C'est ma femme. Hélène Metternach est devenue Hélène Larsen. Larsen. Vous savez, ce nom qui à lui seul comble les vides de la création. Vous boirez bien quelque chose? Un godet, un petit godet. Oh, rien de tel qu'un petit godet glacé pour déglutir la glotte. Hein. Vous mentez. Vous venez d'inventer cette histoire de mariage pour me mettre hors de moi. Prouvez-le. Prouvez que vous êtes bien son mari. Voulez-vous la photographie de notre mariage? Je ne l'avais pas revu depuis que nous nous étions séparés. Elle est jolie. Quelle grotesque là. C'est vous déguisé en garçon d'honneur? Cette cravate, c'est une greffe? Attendez, faut payer pour s'habiller comme ça ou c'est vous qu'on paye là? Oh. Et cette soucoupe volante au-dessus de la tête d'Hélène, c'est un chapeau? C'est une farce. Ce sont les photos d'un mal costumé, d'une soirée de réveillon où vous avez voulu jouer au plus crétin, non? Vous vous moquez là. Enfin, je ne doute pas que vous connaissiez Hélène, mais Hélène vit seule depuis 15 ans. Hélène m'écrit tous les jours depuis 15 ans. Hélène n'est pas mariée. Très amusant le coup de la photo. Peut-être cet acte d'état civil vous convaincra-t-il plus. Le 7 avril, il y a 12 ans. 12 ans? Vous avez des enfants? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche qu'elle a bien pu m'écrire le 7 avril il y a 12 ans là. Parce qu'elle a bien pu me raconter le jour de son mariage. 7 avril, pas de lettre. 8 avril, mon amour. J'ai contemplé l'aube en pensant à toi. Je me disais que nous regardions peut-être ensemble le même soleil, sur la même terre, au même instant du temps, et cependant, je n'arrivais pas à être heureuse. Voilà le chant d'une jeune mariée. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour moi. Et moi, qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? Comment ai-je pu ne rien sentir? J'étais malade, peut-être. Ah, vous le saviez. Vous saviez déjà tout en entrant ici. Naturellement, pourquoi croyez-vous que j'ai demandé à vous rencontrer? Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais écrit? Mais que savez-vous d'elle, finalement? Vous êtes contenté de vous frotter contre elle pendant 5 mois, puis vous l'avez renvoyée. Vous n'avez jamais commencé à faire un couple. Vous avez fui avant. Plaignez-vous. Sinon, vous n'auriez même pas eu mes miettes. Tomber amoureux, c'est à la portée de n'importe qui. Mais aimer...
Ne comparez pas votre cohabitation précaire avec une liaison de 15 ans. Elle et moi, nous pensons continuellement l'un à l'autre. Nous nous écrivons tous les jours, nous racontons tout. Tout. Mais que savez-vous d'Hélène? Dans votre correspondance, elle s'est faite telle que vous la vouliez. Fidèle, attentive, effacée, dans l'attente, enchaînée à votre génie. Allons, allons, monsieur le ministre du mensonge. Vous ne supportez donc que les vôtres? Elle aurait pu me dire, elle aurait pu me dire son mariage avec vous. Peut-être voulait-elle vous épargner. Ne pas vous apprendre que la vie pouvait continuer sans vous. Ne pas vous signaler que vous êtes remplaçable. Épargner votre orgueil, c'est-à-dire les 9/10 de votre être. Il faut l'admettre, il y a une vie après Abel Znorko. Enfin, mais cela ne vous surprenait pas, cette séparation? Vous n'avez jamais douté de son célibat? Non. Votre passion était foudroyante, de nature à ne laisser que descendre. Vos cendres, à vous, elles se sont beaucoup ajoutées tout de même. Pardon? Je pense à toutes ces dames que l'on vous livre pour vos nuits. Ne confondez pas tout. Aucune de ces grues rosâtres et trémulantes qui viennent me visiter un soir n'a remplacé Hélène. Je les aime pour ce qu'elles sont, je les quitte pour ce qu'elles ne sont pas. Simple question d'hygiène, je suis un homme, j'ai besoin de satisfaire un certain nombre de pulsions. Parce qu'une femme n'a pas besoin de pulsions. Vous voulez me faire croire qu'elle vous a choisi vous comme étalon? Qu'elle a épousé son 5 à 7? Vous? Mais vous m'avez l'air aussi sexy qu'un poireau cuit. Ah bon? Vous vous y connaissez aussi en homme? Je sais reconnaître un homme à femme, oui. Hélène est la femme la plus sensuelle que j'ai connue. Je me demande comment vous arrivez à la combler. Mais Hélène n'est pas portée sur ces choses. Nous faisons rarement l'amour. Vous voyez. C'est elle qui l'exige. Elle m'assure qu'elle n'en a pas besoin. Manière élégante de vous expliquer que dans un lit, vous êtes surtout bon à dormir. Je commence à saisir ce qui sonne faux chez vous. Ah oui? La grossièreté. Partez. Partez. Cette situation nous abîme tous. Si j'ai choisi de vivre sur cette île, c'est pour échapper à ce genre de trivialité. Je n'ai pas du tout envie de partir. Le mari, la femme, l'amant trompé, tout cela poisse de lui à la couille. J'imagine que vous avez un revolver dans votre poche? Non, pas du tout, non. Dommage. Hélène, la femme la plus sensuelle. Mais croyez-vous que nous connaissons la même femme? Il y a deux Hélènes, la vôtre et la mienne. Pourquoi croyez-vous que... Pourquoi Hélène serait-elle monotone comme un bloc de pierre? Si elle nous a choisis tous les deux si différents, c'est qu'elle voulait être différente avec chacun de nous. Avec vous, la passion, avec moi, l'amour. Mon pauvre garçon, l'amour. Mais vous êtes marié depuis combien de temps déjà? 12 ans. L'amour, c'est de la paresse. Mais c'est quand on n'aime pas la vie qu'on se réfugie dans le sublime. C'est quand on n'aime pas le sublime qu'on s'embourbe dans la vie. Mais notre relation à nous est proche. Elle est réelle. Nous touchons tous les jours. J'aperçois sa nuque au réveil. Nous avons pris le risque de nous satisfaire, de nous décevoir. Vous n'avez jamais eu le courage de faire un couple. La faiblesse, oui. Le courage. Le courage de s'engager, de faire confiance. Le courage de n'être plus un homme rêvé, mais un homme réel. Savez-vous ce que c'est l'intimité? Rien d'autre que le sentiment de ses limites. Il faut faire le deuil de sa puissance. Vous avez évité l'intimité pour ne jamais vous cogner à vos limites. Épargnez-moi votre philosophie, elle sent l'armoire à linge. Vous êtes de ceux qui aimaient sans apprendre. Il n'y a rien à apprendre de l'amour. Mais si, l'autre! C'est à cause de vous qu'elle n'écrit plus. Vous avez lu mon livre? Vous avez découvert notre liaison? Vous lui avez fait une scène? Vous lui avez interdit de continuer, c'est ça? Voyez ce qui vous plaira. Oui, oui, oui. Vous l'avez menacé? Vous étiez fou de jalousie? Vous l'avez fait pleurer. Je connais Hélène. Elle ne supporte pas la violence.
Elle a craint de vous faire mal, alors elle aura renoncé. Mais même si elle a accepté de ne plus m'écrire, elle aura voulu me prévenir, m'expliquer. Et ces lettres-là, ces dernières, vous les avez interceptées, n'est-ce pas? Vous avez préféré que je me vide de mon sang pendant plusieurs mois, c'est ça? C'est ça. Vous ne recevez plus ces lettres parce que je ne veux plus de cette correspondance. Et mes lettres? Celles que j'envoie à Hélène depuis 4 mois, où sont-elles? Les a-t-elle reçues au moins? Les voici. Elles ne sont même pas ouvertes? Et vous préfériez que je les lise? Mais qu'est-ce que ça pouvait vous faire? Nous aurions pu continuer à vivre ensemble par correspondance si vous n'étiez pas intervenu. Mais il ne fallait pas publier ce livre! Sans la prévenir, vous avez révélé au monde entier 15 ans d'intimité! 15 ans! En mettre un autre nom ne changeait rien. Vous avez tout vulgarisé, c'est obscène. Et tout ça pourquoi? Pourquoi? Pour faire un livre? Pour toucher de l'argent, c'est ça? J'ai bien raison. Hein. Ces raisons ne regardent que moi, Hélène. Elles se trouvent dans la dernière lettre. Celle que vous devez lui porter. Ben, donnez-la moi. Donnez-la moi. Non mais elle ne vous est pas destinée. Elle me racontait ses journées et vous n'étiez pas dedans. Mais elle vous disait la vérité. Elle vous racontait les journées qu'elle passait avec vous, pas avec moi. Moi, elle ne racontait pas les journées qu'elle passait avec vous. Elle avait 2 vérités, voilà tout. La vérité avec vous, la vérité avec moi. De mensonges, oui, plutôt. Mais qui vous fait croire qu'Hélène est une? Sommes-nous une seule et même personne? Hélène est une amante passionnée avec vous, et c'est vrai. Mais elle est ma femme au jour le jour. Et c'est vrai aussi. Aucun de nous n'a connu les 2 Hélènes. Aucun ne peut satisfaire les 2. Dites donc, le mari, on dirait que vous prenez bien la chose. Je n'ai jamais pensé que je pouvais résumer tous les hommes aux yeux d'Hélène. Vous écoutiez les variations énigmatiques lorsque je suis arrivé? Vous voulez savoir aussi ce que j'ai mangé? C'est elle qui vous les a offertes? Mais foutez-moi la paix! Cocu et complaisant, vous êtes déjà bien lardés, hein? Feriez mieux de vous taire. C'est elle qui vous les a fait découvrir. Je suis sûr que c'est elle. Oui. Premier jour où nous nous sommes échangés des mots d'amour, elle m'a tendu ce disque. Les variations énigmatiques d'Edgar, m'a souri tendrement et m'a dit: nous nous disons des mots d'amour, mais qui sommes-nous? À qui dis-tu je t'aime? À qui dis-tu je t'aime? À qui le dis-je aussi? On ne sait pas qui on aime. On ne le saura jamais. Je t'offre cette musique pour que tu y réfléchisses. Comment savez-vous ça? Je l'ai retranché de mon livre. Elle me l'a dit aussi le premier soir où nous avons échangé nos paroles d'amour. Quoi? C'est peut-être la seule chose d'elle que nous avons eu en commun tous les 2. Excusez-moi, mais j'ai pas eu le temps comme vous de m'habituer à cette idée-là. Je ne barbote pas à l'aise dans le partage. Les variations énigmatiques. Des variations sur une mélodie que l'on n'entend pas. Édouard Elgar, le compositeur, prétend qu'il s'agit d'un air très connu, mais jamais personne ne l'a identifié. Une mélodie cachée, que l'on devine, qui s'esquisse et disparaît. Mélodie qu'on est obligé de rêver, énigmatique, insaisissable, aussi lointaine que le sourire d'Hélène.
femme, ce sont ces mélodies qu'on rêve et que l'on n'entend pas. Qui aime-t-on quand on aime? On ne le sait jamais. Jamais, non. Écoutez, je crois que nous nous sommes tout dit. J'ai appris qu'Hélène était mariée, ce qu'elle me cache depuis 12 ans. Bien. Maintenant, je connais même son mari, un homme très décoratif, un apôtre de la communauté, un partouzeur des bons sentiments, bien. Je sais même aussi pourquoi elle ne m'écrit plus. J'estime que le vaudeville pourra en rester là. Je crois que toutes ces péripéties ne m'amusent plus du tout. Merci. Au fond, j'avais beaucoup plus raison que je ne le pensais tout à l'heure lorsque je vous disais que ce livre était une fiction. Cette femme n'a jamais existé. Elle sort de ma tête. C'est le roman le plus imaginatif que j'ai jamais écrit et je ne le savais même pas. Vous ne regrettez rien. 12 ans. 12 ans de mensonges quotidiens, mais c'était elle l'écrivain. Mais quel con! Quel con! J'ai fui le monde pour échapper à la vulgarité triomphante. Je me suis limité à cette femme. Je recueillais chacune de ses paroles avec un zèle religieux. Et j'apprends qu'elle m'a tranquillement dupé. Mais qu'y a-t-il dans son cœur de garce? Alors rentrez chez vous. Et dites-lui que je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Et qu'il n'y a qu'une chose que je ne désapprouve pas. C'est d'avoir publié notre correspondance. Car comme toutes les grandes salopes, elle est assez bonne écrivain. Je ne lui dirai pas. Mais si, vous lui direz. Et ce livre, je le renie. Il n'est plus de moi, il n'est que d'elle. Je lui donne tous mes droits d'auteur. Dites-lui que je ne veux plus rien avoir à partager avec elle, que je l'emmerde et que je la pulvérise. Je ne lui dirai pas. Mais si, vous lui direz. En bon petit mari que vous êtes. En bon petit chien qui accepte tout. Quand vous allez rentrer, elle va vous sauter dessus, impatiente. J'imagine qu'elle s'amuse déjà beaucoup à l'idée de notre rencontre. Alors transmettez-lui mon plus mauvais souvenir. Et dites-lui que je n'aurai une seconde de paix que le jour proche, j'espère, où je l'aurai totalement oublié. Arrêtez, je ne lui dirai pas. Et pourquoi? Parce qu'elle est morte. Parce qu'elle est morte. Elle est morte. L'agonie a duré 3 mois. 3 mois, c'est long pour mourir. Et c'est court pour vivre. Quand les médecins eurent fait leur diagnostic, elle a eu un mouvement de révolte. Elle s'est mise en colère. Elle était décidée à se battre. Mais la colère n'était que l'écume de son caractère. Le lendemain, elle avait consenti. Elle ne s'est pas levée. Elle restait allongée dans le lit, elle me regardait comme une enfant punie. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux qu'on me soigne ici. Alors, quand elle disait soigner, c'était un autre mot qu'elle pensait, mais trop dur pour ses lèvres. Un mot qu'elle ne prononcerait jamais. Les médecins ont accepté. Je suis devenu à moi tout seul un hôpital et ses aides-soignants. Je ne vivais plus que dans le souci d'Hélène. Donner ses médicaments, la faire manger, m'assurer qu'elle dormait, lui raconter des histoires, tenter de la faire rire. Je savais que tout cela ne servait à rien. C'était lutter contre l'inéluctable. Et c'était seulement comme cela désormais que je pouvais encore lui montrer que je l'aimais. Et elle recevait cette attention inquiète avec naturel. Elle semblait à peine s'en rendre compte.
Je vais vous dire ce qu'il y a de plus terrible dans une agonie, monsieur Snorko. C'est qu'on perd l'être qu'on aime bien avant qu'il ne meure. On le voit se rapetisser dans les draps. On le voit s'alourdir d'un poids d'angoisse, se replier dans un secret inaccessible. Et on voit ses yeux. On voit ses yeux errer dans des mondes dont il ne dit plus rien. Hélène était toujours là, hein. Cependant elle était ailleurs. La douleur, monsieur Snorko, c'est que parfois, tous mes soins, cette forme désespérée d'amour, ne semblaient plus toucher que de l'indifférence. Les derniers jours, elle ne parlait même plus. Elle était devenue si légère qu'on n'avait pas l'impression qu'elle était couchée, mais qu'elle était seulement posée à la surface du lit, sans peser, comme un oiseau, un pauvre oiseau sans ailes. Je mettais 2 heures à la nourrir d'une pomme. J'en venais à souhaiter qu'elle meure pour de bon, et j'avais honte de mes pensées. Elle était entre la vie et la mort, et moi entre l'amour et la haine. L'agonie déforme tout, monsieur Snorko, tout. Et tout le monde. Elle est morte le jour du printemps. Merci d'avoir été là, auprès d'elle. J'ai honte, je n'ai jamais rien fait pour elle. Non, vous vous trompez. Pendant ce temps-là, je ne pensais qu'à moi. Je tempêtais contre elle, peut-être. Je ne songeais qu'à mon livre. Inutile. Non, votre absence lui faisait du bien. Pour vous, pendant ces 3 mois d'agonie, elle était toujours Hélène, attentive, intelligente, belle, ronde et ferme. Pour vous, elle existait toujours telle que vous la désiriez, et telle qu'elle se désirait. Et pour vous, grâce à la distance, elle demeurait vivante, intacte, enfermée dans votre songe et le sien. Un rêve d'elle-même inentamé, qui lui permettait de nier la dégradation chaque jour plus affolante. En ignorant tout, vous l'avez aussi rendue heureuse. Maintenant, je sais que dans ses rêves et son silence, elle partait ici, vers vous. Fallait m'appeler. Le lendemain d'enterrement, j'ai brûlé le matelas qui portait en creux la trace de son corps. J'ai jeté ses vêtements, que plus rien ne remplirait jamais. J'ai donné le fauteuil pour lui laisser s'asseoir. J'avais pas l'impression que c'était un meuble, un chien qui me demandait d'un regard implorant où était sa maîtresse. Puis au début de l'après-midi, j'ai pris la clé de son secrétaire et j'ai découvert vos lettres. Et le brouillon des siennes. Vous avez dû souffrir encore plus. Et j'ai été heureux d'apprendre qu'elle avait éprouvé plus de bonheur que je ne croyais. Plus de joie que celle que je lui avais donnée.
J'étais soulagé que la vie n'ait pas été trop avare avec lui. Non, ce qui m'a fait le plus souffrir, ce sont toutes les lettres qu'elle ne vous avait pas envoyées. Celles où elle disait ce qu'il fallait vous taire, à quel point vous lui manquiez, celles où elle hurlait d'amour et d'abandon, celle où elle avouait qu'elle ne pourrait plus jamais revivre, et celle, enfin, où vous comprenez que vous étiez le seul homme de sa vie. C'était des lettres pour elle, pas pour vous, et encore moins pour moi. Personne n'était destiné à entendre ce cri. Je vais revenir avec vous à Dubrovnik pour lui porter des fleurs. Jamais je n'aurais cru vous pleurer. Jamais pleuré. Excusez-moi, je ne supporte pas le contact d'un homme. Un jour, Hélène m'avait dit qu'elle voudrait se voir mourir. Elle voudrait assister à sa mort. Elle ne voudrait pas me manquer ça. C'est finalement ce qui s'est passé. Il y a 10 ans, elle avait eu cette alerte. Les femmes de sa famille mouraient d'un cancer. J'ai eu peur. Très peur. Je me suis dit qu'il fallait que je quitte cette île, que nous vivions ensemble, que je rompe ce pacte. C'est absurde. Dans plusieurs semaines, elle n'avait pas pu m'écrire. Et puis les examens avaient révélé que les tumeurs se résorbaient. Hélène avait gagné. C'est pour cela que vous donnez votre argent à la médecine? J'ai besoin de rien pour vivre ici. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Cette alerte nous avait rendus plus proches, plus intimes, comme mûris par cette peur que nous avions éprouvée ensemble. Mais nous ne parlions jamais de la mort. C'est cela qui lui faisait tant du bien, que vous l'aimiez comme si elle et vous étiez immortels. Il y avait une insouciance d'enfant dans votre amour. Moi, c'est le contraire, j'ai toujours aimé comme un vieillard. J'ai l'amour inquiet, depuis toujours. Pour moi, quand Hélène trébuchait, elle se cassait. Quand Hélène toussait, elle mourait. Quand Hélène saignait, elle se vidait. Combien de fois s'est-elle moquée de moi ou de mes peurs? Je l'aimais de manière désespérée, comme un être éphémère, furtif, qui devait m'être enlevé. Je ne l'ai jamais aimé dans l'insouciance. J'avais raison. Je suis content que vous existiez. Je n'étais pas doué pour être vous. Non, moi je ne suis qu'une boursouflure, une des pires, de celles qu'on écoute et respecte. Ah, je ne voulais pas vivre dans le temps qui m'était donné, non. Trop orgueilleux. Et je ne voulais pas vivre non plus dans le temps des autres, non. Non, moi j'inventais le temps. D'autres temps, je les réglais avec le sablier de mon écriture. Vanité. Le monde tourne, l'herbe pousse, les enfants meurent et je suis prix Nobel. Bon, qu'est-ce que je vais emporter là? Je viens que pour 1 ou 2 jours, pas une semaine. Ce serait dommage de faire le voyage pour si peu de temps. Puis vous verrez, vous serez bien à la maison. À la maison? Oui, cela me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Depuis le temps. Depuis le temps. Attendez, je ne vois pas qu'il y ait de malentendu. J'apprécie votre attitude avec Hélène, je vous en remercie. Qu'il soit clair que je viens pour elle, pas pour vous. J'avais bien compris. Enfin, vous concevez que fondamentalement, nous ne serons jamais amis, vous voyez ce que je veux dire? Je vois.
Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de partager cette musique. De ne rien partager d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Je voulais vous poser une question. Quand vous faites l'amour avec une femme, est-ce que vous allumez ou vous éteignez la lumière? Question dépourvue d'intérêt. S'il vous plaît. J'éteins. J'en étais sûr. Une question encore, rien qu'une seule. Avez-vous couché avec votre meilleur ami? Mais vous devenez fou. Je suis sérieux, avez-vous couché avec votre meilleur ami? Je n'ai pas d'amis. Je vous demande une réponse. Mais où voulez-vous en venir? Votre réponse? Ça serait non. Hélène était ma meilleure amie. Ce fut par cette porte qu'elle est entrée dans ma vie. Le sourire, les discussions, les confidences, et très vite l'habitude. Je lui racontais mes déboires sentimentaux, elle s'en amusait, me conseillait. Nous vivions presque l'un chez l'autre. Puis un jour, nous nous sommes rendus compte que nous étions aussi un homme et une femme. J'ai fait l'amour avec ma meilleure amie. C'est très différent. Cela se pratique en pleine lumière. Le plaisir a enfin un visage. C'est idiot. On va beaucoup plus loin dans le sexe en fermant les yeux. C'est idiot, on va beaucoup plus loin dans l'amour les yeux ouverts. J'ai ma petite théorie là-dessus. Avec Hélène, nous avions... Ça ne m'intéresse pas, Eric. L'ami Eric. C'est vous le Eric dont elle m'a parlé il y a longtemps? Dont elle a cessé de vous parler il y a 12 ans lorsque nous nous sommes mariés. Mais vous n'étiez pas journaliste. Professeur de musique, je le suis toujours. La Gazette de Novrossnik n'existe pas. Je l'ai inventée pour venir à vous. Je vous ai d'ailleurs trouvé un peu naïf sur ce coup-là, ou impatient. Il faut y aller. Le bac va bientôt repasser. Quel dommage de partir. C'est aujourd'hui que le jour passe à la nuit. Le premier crépuscule depuis 6 mois et le dernier avant 1 an. Et il fallait que vous veniez à ce moment-là. Quand est-elle morte exactement? Je vous demande quel jour est morte Hélène? Un mardi. Le mardi 21 mars. C'est vrai, vous m'aviez dit que c'était au printemps. Le jour du printemps. Il y a 10 ans. Je n'ai vécu que 2 ans avec Hélène. Le lendemain de l'enterrement, lorsque j'ai voulu ranger, j'ai découvert les lettres, vos lettres. J'ai découvert celles qu'elle avait voulu vous écrire dans les premiers jours de sa maladie, qu'elle ne vous avait pas envoyées. J'ai découvert votre amour, ce qu'il avait été, ce qu'il était devenu. Elle me manquait terriblement. Alors le soir, j'ai pris la plume et je vous ai écrit. J'ai toujours su imiter les écritures, particulièrement celles d'Hélène. Ça la mettait en ronde d'ailleurs. Depuis 10 ans, plusieurs fois par semaine, presque tous les jours. Je ne voulais pas qu'elle meure. Elle vivait toujours lorsque je recevais vos lettres. Elle était heureuse de lire. Tellement heureuse. Et vous aussi, vous étiez heureux qu'elle vous réponde.
Et moi, heureux entre vous deux. Vous aviez raison. Tout à l'heure, on doit la vie aux morts. J'embrasse tes lèvres, là, celle du dessous qui est la plus sensible, celle qui gonfle pendant l'amour. C'est vous qui l'avez écrit? Arrêtez, c'est gênant. C'est vous qui l'avez écrit? J'ai recherché dans les lettres précédentes, je me suis documenté. Et je te caresse le haut de la cuisse, à l'intérieur, là où il fait toujours chaud, là où des frissons partent pour transir tout ton corps. Moi, ça me fait ça, vous aussi. Filez, tâchez de courir vite parce que cette fois-ci, je ne viserai pas le portail. Je m'en moque. Pourquoi avez-vous publié votre correspondance? Je suis venu vous poser une seule question. Je savais ce que je faisais en venant. Pourquoi avez-vous publié vos lettres avec Hélène? Pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Mais ça me regarde! Depuis 10 ans, je sais tout de vous et j'ai fait vivre Hélène. Vous, en publiant ce livre, vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Si le livre n'était pas paru, j'aurais pu continuer à vous écrire jusqu'à ma mort. Ma mort m'est totalement indifférente. Mais avant de me supprimer, vous devez me dire pourquoi. Abel Znorko, je suis Hélène. Depuis 10 ans, nous nous aimons à travers elle. Nous disons tout en elle. Vous avez tué Hélène en publiant ce livre. Qu'est-ce qui vous a pris? Mais qu'est-ce qui vous a pris? La réponse se trouve là, dans la lettre, celle que vous deviez lui porter. Non, ce n'est pas pour vous. J'ai eu peur, très peur. J'ai voulu revoir Hélène. Elle refusait de venir. C'était le contrat. Oui, c'était le contrat, oui. Il fallait me dire la vérité, tout simplement. Je serais venu, au lieu de me provoquer en publiant ce livre. Je n'ai rien à vous dire. Je ne vous ai pas provoqué, je ne veux pas vous voir. Parce que le médecin m'a dit que j'avais ce crabe en moi qui me mangeait progressivement, j'ai décidé que je ne me ferais pas soigner. Je ne souhaitais qu'une chose, revoir Hélène. Et sans lui dire que ce serait la dernière fois. Elle refusait de venir, elle invoquait le contrat. Il me restait qu'une solution, la provoquer. Aussi, quand mon éditeur est venu ici, je lui ai tendu le paquet de lettres en lui disant « Voici mon roman ». Il l'a immédiatement publié. J'attendais la réaction d'Hélène. J'attendais qu'elle débarquât ici, qu'elle se mît en colère. Et rien ne s'est passé. Où est-il, le crabe? Dans le poumon. Je vous envie d'être si proche d'elle. Et de mourir peut-être comme elle. Je ne crois pas que je vais mourir. Je l'ai cru. On m'a refait des examens, tout se résorbe. C'est vrai? C'est vrai, oui. Je fais partie des cadavres qu'il faut enterrer plusieurs fois. C'est vrai? De toute façon, ça ne me gêne pas de mourir si je peux encore écrire. Au fond, j'ai toujours dit que la vie n'était qu'une imposture. On nous y a mis malgré nous. On nous en déloge sans notre accord. Chaque fois qu'on croit avoir touché quelque chose, la chose s'évanouit. Nous n'aimons que des fantômes et les autres demeurent des énigmes qu'on n'éclaire jamais. Je m'étais imaginé que lorsque je mourrais, des voiles se soulèveraient, de beaux voiles lourds et épais comme des jupons pour qu'un instant, un seul, j'entrevois la vérité et ses cuisses nues.
Je dois être sans doute mort déjà. Je vais rester auprès de vous. Non, vous devez partir maintenant. Bien sûr, je n'irai pas à Nebrovnik, enfin pas avec vous. Je porterai le deuil d'Hélène ici. Vous savez, lorsqu'on l'a enseveli il y a 10 ans, j'ai pensé qu'en même temps qu'Hélène, c'était l'amour qui était entré sous terre. Puis il y a eu vous, et elle à travers vous, et je me suis rendu compte que le globe n'était pas si vide. Il l'est pour moi. Et qu'est-ce qu'un amour partagé? Deux rêves qui par hasard s'accordent. Un malentendu heureux. Un malentendu, bien sûr, des deux côtés, mais... Est-ce que nous ne pouvons pas nous parler à travers nos rêves? Désolé, mais mes rêves n'ont pas le même sexe que vous. Moi, ce que j'ai appris pendant ces 10 ans, c'est que l'amour n'a pas de sexe. Dehors! Dehors. On doit la vie aux morts, mais on la doit aussi aux vivants. Dehors! Dehors. Au début, je ne t'aimais pas, Belsnorko. Tu n'es que suffisance, arrogance, prétention. Tu as passé plus de temps à prendre la pose du génie qu'à en manifester vraiment. Je n'écrivais que pour faire vivre Hélène. Puis j'ai découvert sous tes défauts une seule lumière, une petite flamme de bougie, vacillante, émouvante, attendrissante. Terrible. La peur. Tu n'es que peur, Belsnorko. Peur de la vie que tu as fui, peur de l'amour que tu as évité, peur des femmes que tu n'as fait que baiser. Tu t'es réfugié dans tes livres et sur cette île, et c'est pour ceci que tu es devenu grand, et que chaque lecteur se retrouve en toi. Tu as plus peur que tout le monde. Tout est saillant, abrupt, coupant. Tout est excessif en toi. La colère et l'amour, l'égoïsme et la tendresse, la sottise et l'intelligence. On s'y promène comme en une forêt sauvage. On s'y égare, on s'y perd. C'est vivant. C'est vivant. J'ai besoin de vous. Dehors! Qu'allez-vous faire? Vieillir. Depuis que je vous ai rencontré, je me sens des dispositions pour ça. Non, pas vous, non. Vieillir en paix, sans inquiétude, sans descendance. Beaucoup d'argent et rien à faire. Je vais devenir un imbécile complet, Eric Larsen. Un imbécile heureux. Je ne crois plus en rien. Je n'attends plus de l'existence qu'une digestion facile et un sommeil profond. Le vide, Eric Larsen. Enfin le vide. Grâce à vous. Merci. Adieu. Adieu à Belsnorko. Il va falloir changer votre portail, il est fusillé.
Je voulais vous dire, Oui. je vous écrirai.